phénomène, je n'ai pas de solution à apporter, parce que le hooliganisme, il est très très ancien, et qu'à mon avis, il a encore de très très belles années. C'est quelque chose qui est planifié, qui est quasiment un acte martial, qui est dirigé et qui est programmé, et parfois même de très longue date. Alors, si on voit les choses de cette manière-là, on peut situer le premier fait de hooliganisme à 11 janvier. C'était, voilà, on fait qu'un anniversaire, c'était le mien aussi, puisque bon, mais en 532. Et ce fait de hooliganisme, il ne se passe évidemment pas au football, puisqu'il n'y a pas de football en 532, mais il a lieu à l'occasion d'une course de chars. Et cette course de chars, elle est disputée à Byzance. Alors, là, à Byzance, il y a ce qu'on appelait à l'époque deux factions rivales. Il y a les Bleus, qui étaient les protégés de l'impératrice Théodora, et qui étaient un petit peu la faction des riches, des marchands, des joailliers et des privilégiés. Et puis il y avait les Verts, qui n'étaient pas les écolos de l'époque, ils représentaient les classes plus laborieuses, plus proches du petit peuple. Le contexte politique était explosif parce que les Verts reprochaient très régulièrement à l'impératrice de toujours favoriser les Bleus. Donc vous voyez des histoires d'arbitrage, que ce soit les arbitres de terrain ou les arbitres qui sont les acteurs, ceux qui tirent les ficelles des marionnettes tout en haut, vous voyez déjà que l'arbitrage était mis en cause. Et ce jour de janvier 532, les supporters des Verts vont déraper. Et ils vont se lancer dans une attaque rangée qui avait été préparée de longue date. Ça veut dire que les gens se sont servis d'un stade, d'une manifestation sportive pour s'en prendre de manière préméditée au clan d'en face. Car il faut savoir que déjà à l'époque, les deux factions rivales étaient placées dans des tribunes différentes. Vous voyez qu'on n'a rien inventé à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, ça je l'ai noté, j'aime bien de le rappeler, pour un détail de l'histoire, comme dirait ce grand humaniste qu'est Jean-Marie Le Pen, ces bagarres rangées firent quand même 80 000 morts. On revient au XXIe siècle, et plus spécifiquement au football. Et là, je sais qu'après, on va parler du phénomène, parce que cette question-là, je n'y échappe jamais. Toujours, on me demande, oui, mais les hooligans, c'est le football. Oui, c'est le football, mais ce n'est pas seulement le football, on y reviendra. Les hooligans font peur. Ils suscitent crainte, mépris, dégoût, mais surtout beaucoup d'incompréhension. Ceux qui la regardent de loin et de haut ont tendance à les voir sous la forme d'une caricature. Alors je vous la lis, la caricature. À l'air sûr, le hooligan est socialement défavorisé. Il fume comme un pompier, boit comme un trou, crache comme un mineur et jure comme un charretier. Il a le crâne rasé, des biceps énormes, les avant-bras remplis de tatouages. Il porte des Doc Martens, ce sont les chaussures de l'armée, à haute tige, des bombers, et la poche droite de leurs jeans élimée et déformée par la forme d'un coup de poing américain. Sa vie est vide. Le hooligan est inculte, sans emploi. Il passe son temps dans des bistrots malfamés, ingurgitant des litres de bière, si possible de la carapils évidemment, en attendant le week-end où il ira déverser sa haine dans un stade et sa vessie sur un conduit de flic. Bien sûr, il bat sa femme, ne s'occupe pas de ses nombreux enfants déscolarisés et forcément, il lit la Meuse et écoute de l'RTL. Le hooligan parle un langage fait de borborigme. Chaque phrase est ponctuée d'une insulte à l'adresse des forces de l'ordre, de la société, d'un club rival. En conclusion, le hooligan est un abruti fini. Bien, je vais vous dire, surtout ne croyez pas un traître au nom de ce qui précède, tout simplement parce qu'il n'y a pas un hooligan type. Dans les années 80, point culminant du hooliganisme en Belgique, j'ai suivi de très près certains groupes, d'abord pour le journal La Wallonie, et ensuite lors de mon passage à Sud Presse. Il m'est arrivé de partager des moments de vie avec des membres principalement du Hellside et par après des ultra-infernaux, autrement dit les noyaux durs du Standard de Liège. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai rencontré des brutes épaisses, c'est vrai, mais j'ai également rencontré des indépendants, des intellectuels, des fils de bonne famille, des petits bourgeois, et des gens qui avaient une vie parfaitement rangée. Que pouvaient bien avoir en commun tous ces gens, parfois si différents, et même opposés dans leur vie? La réponse, elle est simple. Celle-là, en tout cas, est simple à donner. C'était le Standard. Tout simplement, l'amour des couleurs, le culte du blason. Et ce qui vaut bien entendu pour ces gens du Standard que j'ai rencontrés et côtoyés,
valait pour ceux de l'Antwerp, du Beerschot, de Bruges ou du Real Madrid. Vous verrez quelques photos tout à l'heure. En fait, les hooligans, contrairement à ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce que colportent parfois certains ex-confrères des médias, TV, radio, ce sont des gens qui aiment profondément leur club. Ce ne sont pas des pseudo-supporters, ce sont des vrais supporters. Et ils le sont tellement que cette ferveur qui les anime les pousse parfois à l'excès. Alors pour mieux comprendre, on va travailler sur 3 tableaux. Il y a les origines du mal, les matérialisations du mal et les cycles du mal, parce qu'en fait il y a des cycles. La plupart d'entre vous, je veux bien la deuxième dire. Merci. Se sont déjà installés dans un stade de football, du moins je le suppose. Ils ont pu se rendre compte que toutes les arènes modernes, ça c'est une des plus récentes, c'est celle de Brasilia, ben en fait sont copiées sur le modèle de celle-là, qui est nettement plus ancienne et qui est toujours aujourd'hui au niveau de sa structure, de sa conception, elle est parfaite, le Coliseum est parfait.